On évoquait à l'instant l'auteur des faits, il a été arrêté, Guillaume, il a été arrêté, cet homme. Que cherchent à savoir les enquêteurs maintenant qu'ils ont cet homme sous la main? Qui il est, ça c'est la première des questions. Ça a été en partie dévoilé par notre correspondant, un homme d'origine saoudienne, âgé d'une cinquantaine d'années, j'ai entendu, ce qui est relativement élevé pour des auteurs d'attentats islamistes, hein, si tel devait être le cas. Mais comprendre donc qui il est, quelles sont ses motivations, s'il accepte de répondre à des questions ou à un interrogatoire sommaire, et quels sont ses antécédents. Les antécédents peuvent être des antécédents judiciaires en Allemagne, des antécédents liés à ce que savent les services de renseignement allemands, ou alors à des antécédents dans d'autres pays. Et donc, immédiatement, quand on vous dit que quelqu'un est d'origine saoudienne, ce que vous devez comprendre quand vous êtes un service d'enquête, un service de renseignement allemand dans ces circonstances, c'est de retracer une trajectoire. Depuis combien de temps était-il en Allemagne? Est-ce qu'il est arrivé récemment, il y a longtemps? Est-ce qu'il entretenait des relations ou plus avec son pays d'origine? Quelles étaient ses fréquentations? Et après, vous basculez très vite dans un temps qui est un temps aussi d'enquête judiciaire, même s'il y a une composante renseignement, mais des perquisitions assez rapidement. Vous avez une identité, donc vous avez probablement une adresse ou un logement. Vous avez peut-être des proches qui résident sur place, et donc vous allez tout de suite perquisitionner, comprendre en fait quel est le réseau relationnel. Parce que le risque est toujours le même, c'est celui du surattentat. Si cet homme avait des complices et que lui agissait ce soir à cet endroit et que d'autres agissaient autre part, on a pu le voir. C'est pas la majorité du genre des attaques de cette nature, mais tout de même, ça implique de conduire certaines investigations. Guillaume, quand les autorités disent c'est un loup solitaire, il a agi seul, est-ce que c'est de nature à rassurer sur le fait que ce soir, il n'y a pas, par exemple, de complices dans la nature? Enfin, est-ce que c'est aussi avec cet objectif-là que cette information-là est donnée? Ce serait inquiétant de faire ça, parce que ce serait trompeur, voire mensonger, parce qu'ils ne peuvent pas l'attester formellement. C'est-à-dire que c'est beaucoup trop tôt dans la cinétique de cette crise pour dire de façon certaine qu'il y a de complices nulle part en Allemagne. Qu'en savent-ils? Enfin, c'est 2-3 heures après les faits, on ne peut pas affirmer une telle chose. Il a été démontré dans de nombreuses investigations sur des attentats meurtriers en Europe depuis une dizaine d'années que parfois, des complices, il en reste. Regardez le 13 novembre 2015, Salah Abdeslam, il est dans la nature, il faut quand même de nombreux mois pour le retrouver, et on le retrouve début 2016 en Belgique. Et il arrive même que des auteurs d'attentats reviennent sur les lieux de leur propre attentat, ou des complices avec eux. D'autre part, sur la question du loup solitaire, je rejoins ce qui a été dit. La radicalisation, c'est rarement une entreprise solitaire et autonome, coupée du monde, où vous êtes avec des lunettes noires, des bouchons d'oreilles et dans un igloo. Enfin, vous êtes en relation avec d'autres, en clair. Donc, dire loup solitaire, c'est un abus de langage. Dans le contexte où ça a été employé en France, parce que c'est nous qui avons l'antériorité de cette expression, avant les Allemands. C'est après les attentats perpétrés par Mohamed Merah en mars 2012, où le directeur central du renseignement intérieur de l'époque dit loup solitaire, pour dire que Mohamed Merah aurait agi seul, et que donc il y a une parenthèse d'attentat islamiste qu'il faudrait refermer aussi vite qu'elle s'est ouverte, puisqu'entre l'attentat du 3 décembre 1996 à Port-Royal et les attentats de mars 2012, il y avait 16 années au cours desquelles la France n'avait pas connu de mort du terrorisme islamiste sur son sol. Et donc, on veut refermer la parenthèse Merah, on dit loup solitaire, pour rassurer en disant, bon, c'est terminé, il est tout seul. Bon, l'histoire a montré qu'il n'était absolument pas seul, que son frère Abdelkader l'avait en grande partie assisté, aidé, d'ailleurs il a été jugé pour cela, que sa sœur était radicalisée, que la filière d'Artigat en Ariège, avec Olivier Corel, dit l'Émir Blanc, et les frères Klein, Fabien, Jean-Michel et bien d'autres, en fait, avait constitué une filière djihadiste sur le sol français. Donc Mohamed Merah n'était absolument pas seul. Et pour beaucoup d'autres auteurs, leur radicalisation, même quand elle a lieu sur Internet, elle a lieu dans un contexte où d'autres les incitent à agir, voire leur désignent des cibles. Donc il n'y a pas de loup solitaire. Donc ce qu'il faudra voir, c'est en fait avec qui cet homme médecin d'une cinquantaine d'années d'origine saoudienne a échangé, notamment dans les derniers moments avant son passage à l'acte. Et il serait assez surprenant de voir que personne ne l'aurait incité à agir, ou qu'il n'aurait échangé avec personne. Généralement, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une accélération de la radicalisation, et c'est très souvent d'autres qui vous poussent à l'acte,
par des échanges via des messageries cryptées sur des forums où on sait qu'il y a des djihadistes qui prônent un mode opératoire au nom d'organisations terroristes qui restent invariablement les mêmes, hein, Al-Qaïda et Daesh. M'en fait écho à ce que nous avons connu, nous, en France. Oui, d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le cas de la France, entre 1996 et 2012, c'est-à-dire en fait entre l'attentat de Port-Royal le 3 décembre 1996 et les attentats perpétrés par Mohamed Merah en mars 2012, il n'y a pas de mort du terrorisme islamiste en France. Donc 2012, ça ouvre un cycle. Et nous, Français, sommes les premiers à ouvrir ce cycle. En 2015, on sera à nouveau frappé avec les attentats des 7, 8, 9 janvier 2015 à Charlie, à Montrouge, à l'Hypercacher. Et les années suivantes, d'autres États européens vont l'être. En 2016, les Belges, les Allemands, avec l'attentat du marché de Noël de Berlin le 19 décembre 2016. En 2017, les Britanniques, ils vont l'être à Londres, ils vont l'être à Manchester. En 2017, il y a également Barcelone qui va être touché avec les attentats des Ramblas et puis l'explosion à Cambrils. Bref, nos voisins européens vont être touchés. Donc c'est l'Europe entière qui est touchée. Donc c'est pas surprenant que le Premier ministre François Bayrou établisse un lien de solidarité entre États européens qui font face à une menace commune et à un ennemi commun. Le djihadisme a frappé l'Europe de l'Ouest, indistinctement, peut-être à l'exception de l'Italie qui se singularise, mais sinon, pour tous nos voisins, les plus proches, les États ont tous été frappés. Et aujourd'hui, le niveau de la menace reste élevé. D'ailleurs, la France est dans une posture Vigipirate urgence attentat, autant que je m'en souvienne, en tout cas début décembre, c'était encore ainsi. Et par ailleurs, on a un nombre de personnes radicalisées qui figurent au fichier des traitements des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, le FSPRT, qui est quand même de 22 000 fiches, dont 5 000 fiches actives, dont 1 000 individus dont on nous dit qu'ils sont plus particulièrement dangereux, qui ont fait l'objet d'un suivi fin pendant les Jeux Olympiques de l'été passé pour justement éviter qu'aucun attentat ne soit commis, et aucun attentat n'a été fort heureusement commis. Et s'ajoute à cela la question des radicalisés en détention et des sortants de prison. Parce que quand il y a plus de 400 détenus qui sont condamnés pour des faits de terrorisme auxquels s'ajoutent, dans des proportions à peu près équivalentes, environ 500, et qui sont radicalisés en détention après être entrés pour des faits de droit commun, et qui sortent tous les ans, encore une trentaine de sorties cette année et une trentaine l'année prochaine, alors que les années précédentes ont été plutôt sur un rythme de 80 par an. Plus le temps passe, en plus ce sont les personnes condamnées à des peines longues qui sortent, donc ceux qui ont commis les faits les plus graves, donc ceux dont on peut penser qu'ils sont probablement les plus dangereux et qu'il faut les suivre. Donc en fait, le niveau de menace reste très élevé en France, et c'est pas parce que en 2024, pour le moment, personne n'est mort sur la voie publique dans le cas d'un attentat islamiste en France, et que le dernier mort remonte au 2 décembre de l'année 2023 dernier, et que peut-être 2024 sera la première année blanche depuis 2015, avec aucune victime. Aucune victime. Parce que depuis 2015, il y a des morts tous les ans. 2022, c'est un peu particulier, parce que la seule victime est Yvan Colonna et c'est en détention. Il décède le 21 mars 2022. Mais sinon, pour tous les autres, toutes les autres années, il y a eu des morts. 2024 pourrait être une exception de ce point de vue, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de mort qu'il n'y a pas de menace. Quand on déjoue 2 attentats tous les 3 mois en moyenne, c'est que la menace est très élevée. Aujourd'hui, il serait bon, à 23h42, de rappeler ce qu'on sait sur cet homme et ce qu'on ne sait pas, parce qu'il demeure quelques zones d'ombre. Oui, on a eu peu d'éléments. Donc, saoudien, arrivé en Allemagne en 2006, en situation régulière, c'est ce qui nous a été rappelé, âgé d'une cinquantaine d'années, et pas beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est sa vie avant 2006, si en Allemagne il est venu seul ou en famille, comment est-ce qu'il y vivait. Bon, il était médecin, mais où est-ce qu'il exerçait, qui étaient ses réseaux relationnels, est-ce que il avait une pratique religieuse radicale ou pas. Enfin, on n'en sait strictement rien de cela. Et ça, c'est le temps de l'enquête judiciaire qui démarre là, et ce que vont devoir mettre à jour rapidement les enquêteurs, c'est un environnement, un profil, un réseau relationnel, pour comprendre qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné il décide d'agir ainsi. On ne sait même pas s'il souffre de troubles psychiques. On n'en sait rien. Est-ce qu'il se faisait suivre? Est-ce qu'il était soigné par ailleurs? Est-ce qu'il a des troubles psychiatriques même? Il y a énormément de zones d'ombre sur qui il est. Dans quelles conditions est-ce qu'il vivait, et est-ce que son attitude avait changé au cours des dernières semaines, et est-ce que cela avait été signalé, parce que il arrive aussi dans certaines affaires que les entourages
s'interrogent sur des changements de comportement. Je pense à l'auteur de l'attentat de Villejuif le 3 janvier 2020, dont la famille s'était quand même rendu compte et avait signalé trop tard, que l'auteur avait commencé à vider son appartement, ne prenait plus ses médicaments, vivait dans un buisson dans le Val-de-Marne. Enfin, c'était une trajectoire sur la fin avec une accélération qui montrait quand même qu'il y avait une rupture par rapport à une constante dans le comportement. Donc ça, quelle a été sa trajectoire à lui personnellement, on ne le sait pas pour le moment. Guillaume Fard, cet individu va toujours être interrogé dans les prochaines heures, demain aussi. Concrètement, qu'est-ce qu'on va chercher à savoir qu'on ne sait pas pour l'instant? D'abord, qui il est. C'est-à-dire que, médecin, une cinquantaine d'années, arrivé en 2006, statut de réfugié acquis en 2016, situation régulière en Allemagne, c'est un peu court. Même sur un plan médical, le Spiegel dit qu'il était spécialisé en psychiatrie. Mais est-ce que c'est bien le cas? Qui est-ce qu'il côtoyait? Qui est-ce qu'il fréquentait? Donc, il y a tout le réseau relationnel. Ensuite, il y a la question de la radicalisation. Si c'est vraiment l'hypothèse du terrorisme islamiste qui devait être regardée dans le cadre de ces investigations, il faut arriver à voir si à un moment donné il se radicalise. Et donc pour cela, il faut regarder le réseau relationnel, amical, familial, recueillir des témoignages précis et puis surtout saisir le matériel informatique, les téléphones et regarder l'état de ses connexions. Et est-ce qu'il fréquentait des sites est-ce qu'il avait l'habitude d'aller sur des applications de communication numérique chiffrées pour échanger avec des personnes elles-mêmes radicalisées. On sait parfaitement que depuis l'affaissement de l'État islamique, notamment en Syrie, et la réduction de l'assise territoriale de Daesh en zone syro-irakienne, beaucoup des membres de cette organisation sont partis dans le monde numérique. Et que c'est là qu'ils incitent des personnes à agir et qu'ils poussent à la radicalisation. Est-ce que lui côtoyait ces sites où était dans ces boucles, notamment Telegram, où on échange et où on essaye de fomenter des projets d'attentats. C'est ça qu'il va falloir regarder dans le cadre de ces investigations. Pour l'heure, ça n'est absolument pas clair. On ne sait pas si c'est l'acte complètement délirant d'un homme qui souffrait de on ne sait pas bien quoi, ou est-ce qu'il était en échange régulier multi-quotidien depuis un temps plus ou moins récent avec des individus qui l'avaient accompagné, encouragé sur le chemin de la radicalisation. C'est beaucoup trop tôt pour l'affirmer. Guillaume. Mais c'est en fait, pour prolonger ce qu'il vient d'être dit, le terrorisme, c'est d'avoir des dégâts psychologiques qui sont sans commune mesure avec les dégâts physiques. Donc c'est de jouer sur l'interchangeabilité des victimes. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas être à Berlin, mais aller demain au marché de Noël de Strasbourg et vous sentir en insécurité. Et c'est ça le projet terroriste. C'est que par les effets psychologiques, on arrive à toucher un nombre beaucoup plus important de personnes que celles que vous avez meurtries dans leur chair. Et par un canal qui est la médiatisation. La preuve, nous en parlons de ces actes et de ces attentats. Mais ça a été parfaitement théorisé par les organisations terroristes et pas seulement islamistes. Elles fonctionnent sur le même principe. C'est de la violence politique ou idéologique en recherchant des effets psychologiques très forts par la médiatisation de l'acte. Donc il faut des actes spectaculaires, visibles et qui fassent que n'importe qui, n'importe où ne puisse plus dormir tranquille. D'ailleurs, dans le cas de la France, des attentats, vous en avez eu au Super U de Trèbes. Le 23 mars 2018, vous êtes au Super U à Trèbes, donc dans une petite commune de l'Aude, en faisant vos courses dans un supermarché. Qui peut penser qu'à ce moment-là, vous serez victime du terrorisme? Et pourtant, vous pouvez l'être dans une église à Saint-Étienne-du-Rouvray. Vous pouvez l'être à Romans-sur-Isère, dans le centre-ville. Le 4 avril 2020, vous avez un réfugié soudanais. Il dérobe le couteau d'un boucher. Il agresse des gens dans le centre-ville. Donc en fait, il n'y a pas de règle. C'est pas un phénomène parisien. C'est pas un phénomène urbain. C'est l'ensemble du territoire national. Des images de cette attaque, et nous avons choisi de ne pas diffuser la vidéo, mais de diffuser des photos. Une attaque qui, on le rappelle, a fait une soixantaine de blessés, plus de 60 blessés même. On parle de 68 blessés.
15 graves et 2 morts, un adulte et un enfant. Ce qu'on voit ici, le véhicule est sur la droite et il avance, hein, on l'a flouté. En fait, il transperce la foule. C'est ça, oui, en fait, on voit c'est classiquement d'abord un marché de Noël. Donc pour ceux qui sont allés dans l'Est de la France ou en Allemagne, qui en ont vu, vous avez des rangées de chalets où on vous vend des articles essentiellement religieux ou alimentaires, avec des spécialités locales. Et donc de part et d'autre, vous avez des personnes qui visitent ce marché de Noël. Le véhicule fend la foule et donc arrive à prendre de la vitesse. Et en prenant de la vitesse sur 400 mètres tout de même, il parvient à faucher un nombre important de personnes. Donc là, vous avez quasiment aucune chance. Enfin, vous êtes broyé. Et en plus, il y a un effet de foule qui fait que vous pouvez être piétiné, avoir toute une série de blessures qui aggravent votre état. Donc, quand ça se produit, vous avez, comme c'est une foule compacte dans un espace dense, il y a un côté un peu tubulaire. Vous ne pouvez pas sortir. Hein. C'est une allée. Il n'y a aucune échappatoire possible. Ce qui rend effectivement, c'est ce que vous dites, la foule très compacte, parce que de chaque côté, il y a les chalets, en fait. Oui, c'est ça. Et donc, vous ne pouvez pas partir. Il n'y a pas d'axe de fuite. Il n'y a pas d'axe d'évacuation. Sur la promenade des Anglais, c'était un peu ça aussi. C'est-à-dire que vous êtes sur la promenade et vous êtes complètement enfermé et vous êtes happé par le véhicule et le cas échéant broyé. Et donc, c'est toute la difficulté. C'est qu'une fois que vous arrivez à rentrer et à prendre de la vitesse, vous pouvez faire énormément de dégâts. Et donc, tout l'enjeu de la sécurisation de ces espaces, après notamment l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, c'est d'empêcher les véhicules soit d'accéder, soit de prendre de la vitesse. Donc on leur met généralement des bornes anti-bélier, des herses, enfin toute une série de dispositifs qui peuvent parfois même se fondre dans le mobilier urbain pour empêcher les véhicules de pouvoir pénétrer. À Strasbourg, on demande aux camions poubelles de bloquer les ponts. Oui. Vous en mettez 2 par pont, vous bloquez, et donc vous minimisez la possibilité de recourir aux véhicules béliers. Alors on peut quand même aller dans le centre-ville de Strasbourg en chez Noël en voiture, mais c'est très contingenté. Donc, et en plus en roulant ou pas, vous n'avez pas la possibilité de prendre de la vitesse. Donc là évidemment, il y a des interrogations que soulèvent ces faits-là. Pourquoi ce véhicule a pu rentrer comme ça, dans ces conditions-là, et prendre suffisamment de vitesse pour faucher des gens sur 400 mètres environ. Guillaume, un dernier mot sur le suspect qui a été, on le rappelle, immédiatement appréhendé. Il a été interrogé. On en sait plus sur lui ce soir, sur son profil, malgré encore pas mal de zones d'ombre. Oui, beaucoup de zones d'ombre. Donc, ce qu'on a pu savoir par les déclarations des autorités allemandes, c'est qu'il s'agit d'un homme qui est de nationalité saoudienne, qui est arrivé en Allemagne en 2006, qui a obtenu le statut de réfugié en 2016, qui est médecin, dont la spécialité, nous dit le Spiegel, est la psychiatrie, et on n'en sait pas beaucoup plus ensuite. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il se retrouve à foncer sur la foule? Est-ce qu'il résidait en Allemagne avec sa famille ou pas? Quelle était sa situation sur le plan relationnel? Qui est-ce qu'il fréquentait? Quels étaient ses réseaux amicaux? Enfin, il y a beaucoup de zones d'ombre encore sur le profil de cet homme et surtout sur sa trajectoire, notamment au cours des dernières semaines. Est-ce qu'il allait mal? Est-ce qu'il souffrait psychiatriquement, psychiquement? Est-ce qu'il était sous traitement? Enfin, est-ce qu'il est dans un état dépressif, anxieux? On ne sait rien de tout ça. La seule chose que l'on sait, c'est qu'on a un individu qui a emprunté un mode opératoire qui le rend suspect parce que... Donc le mode opératoire, c'est je prends un véhicule, je fonce sur la foule avec. Avec un véhicule bélier sur un marché de Noël. Et donc forcément, quand vous faites cela, ça oriente les regards vers des précédents qui sont notamment celui du marché de Noël de Berlin. Véhicule bélier qu'il avait pris la précaution de louer. Oui, alors ça c'est arrivé dans beaucoup d'affaires. Hein. Oui, justement. Je sais qu'à Levallois-Perret, en août 2017, on a un individu qui avait loué un véhicule pour foncer sur une patrouille sentinelle. Même pour les attentats du 13 novembre, les voitures avaient été louées. C'est comme ça qu'on retrouve rapidement la trace de Salah Abdeslam qui oublie les papiers dans la boîte à gants. Nice, le camion aussi. C'est très fréquent.